le monde extérieur, l'Europe a cessé d'être le centre incontesté de la puissance mondiale. Pendant des siècles, les grandes puissances européennes ont dominé les affaires internationales, mais après la Première Guerre mondiale, cet équilibre a commencé à changer de manière irréversible. Au XIXe siècle déjà, certains penseurs avaient anticipé ce changement de pouvoir. Ils ont souligné que l'hégémonie européenne serait remplacée par deux grandes puissances émergentes, les États-Unis et la Russie. Les deux nations, de par leur extension territoriale, leurs ressources et leurs projections, étaient destinées à influencer le destin d'une grande partie du monde. La Première Guerre mondiale a accéléré ce processus. Les États-Unis sont sortis du conflit comme la principale puissance économique, tandis que la Russie, après la Révolution d'Octobre, est devenue le centre d'une nouvelle idéologie aux aspirations mondiales. Toutefois, la transition n'a pas été immédiate. Pendant un certain temps, l'Europe a maintenu un semblant de contrôle, même si ses fondations étaient déjà affaiblies. Les puissances européennes étaient épuisées et leur capacité à maintenir leur domination internationale diminuait progressivement. Ce changement ne s'est pas limité à l'Europe. Ses effets ont commencé à se faire sentir dans le reste du monde. En Asie, des mouvements révolutionnaires ont émergé qui cherchaient à transformer les structures existantes. Au Moyen-Orient, la fin des grands empires a laissé place à de nouvelles configurations politiques. Dans les colonies, notamment les plus peuplées comme l'Inde et l'Indonésie, des mouvements nationalistes commencèrent à se développer. Initialement impulsés par des secteurs modérés, ces mouvements ont évolué vers des revendications indépendantistes plus fortes. Pour la première fois, de larges masses de la population ont revendiqué le droit de décider de leur propre destin. Dans le même temps, des changements importants se produisent au sein de l'Empire britannique. Les dominions tels que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont commencé à acquérir une plus grande autonomie. Bien qu'ils restent liés à la couronne, leur participation à la guerre et leur évolution politique renforcent leurs aspirations à l'autonomie gouvernementale. La création de structures telles que le Commonwealth reflète cette transformation. Il ne s'agissait plus d'un contrôle direct, mais plutôt d'une association plus souple entre des territoires dotés de différents niveaux d'indépendance, unis par des intérêts communs et des liens historiques. En Asie et dans le Pacifique, la montée en puissance du Japon a ajouté une nouvelle dimension à l'équilibre international. Son expansion et sa puissance militaire croissante ont suscité des inquiétudes dans d'autres régions, notamment dans les territoires voisins comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont commencé à repenser leur position stratégique. Le monde est ainsi entré dans une nouvelle étape. Le pouvoir n'est plus concentré exclusivement en Europe et est distribué dans un système plus large et plus complexe. Les tensions n'étaient plus seulement européennes, mais mondiales. L'ordre ancien était en train de disparaître. Et à sa place, un nouveau scénario international a commencé à prendre forme, marqué par la montée de nouvelles puissances, l'éveil du nationalisme et une transformation profonde des relations de pouvoir. Le monde changeait et l'Europe ne pouvait plus le contrôler. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux Européens n'ont pas immédiatement compris que l'emprise de l'Europe sur le monde commençait à s'affaiblir. Pendant des siècles, le continent a exercé un contrôle sans précédent sur de vastes régions de la planète, mais ce contrôle commençait à montrer des signes d'usure. L'Empire britannique, en particulier, avait atteint une étendue énorme, couvrant des territoires sur tous les continents. Cependant, maintenir cette domination nécessitait des ressources, une stabilité et une autorité qui n'étaient plus aussi fortes qu'auparavant. Bien que certains dirigeants continuent de défendre la force de l'Empire, la réalité est que sa structure commence à se fissurer. En Afrique, la domination européenne a eu des effets profonds, même si sa durée a été relativement courte par rapport à l'histoire du continent. Durant l'entre-deux-guerres,
de nombreux Européens considéraient que les peuples africains n'étaient pas prêts à se gouverner eux-mêmes. Cette vision, profondément ancrée dans la mentalité de l'époque, justifiait la présence coloniale sous l'idée d'une supposée mission civilisatrice. Cette perception s'est transmise même dans l'éducation. Dans les manuels scolaires, les Africains étaient présentés comme des personnes arriérées ou incapables, renforçant ainsi une image déformée qui légitimait le contrôle européen. Les œuvres largement diffusées à cette époque contribuent à consolider ces stéréotypes, influençant la manière dont des générations entières appréhendent le monde. La domination coloniale a pris des formes différentes selon les régions. En Afrique de l'Ouest, l'administration indirecte est devenue un modèle courant. Dans ce système, les puissances européennes gouvernaient à travers des structures locales, gardant les chefs traditionnels mais subordonnés à l'autorité coloniale. Cette méthode permettait d'exercer le contrôle avec moins de ressources, mais consolidait la dépendance politique et économique. L'un des exemples les plus représentatifs est celui du Nigeria, où l'administration britannique a utilisé ce système pour gérer de vastes territoires avec un petit nombre de fonctionnaires. Cette forme de gouvernement devient une référence pour les autres colonies et est présentée comme une solution efficace au sein du modèle impérial. L'objectif déclaré de la domination européenne était de préparer les territoires coloniaux à une future autonomie gouvernementale. Cependant, dans la pratique, cet objectif était loin d'être atteint. Dans de nombreux cas, les politiques appliquées visaient à maintenir le contrôle et à garantir les intérêts économiques des puissances coloniales plutôt que de promouvoir une véritable indépendance. Dans des régions comme l'Afrique australe, la situation est encore plus complexe. Les tensions raciales et les structures de pouvoir établies pendant la période coloniale ont généré des systèmes profondément inégaux qui auraient des conséquences durables au fil du temps. Pendant ce temps, sur le sous-continent indien, la situation a suivi une évolution différente. L'Inde était un élément clé de l'Empire britannique, tant en raison de sa population que de son importance économique et stratégique. Pendant la Première Guerre mondiale, la domination britannique dans la région semblait solide et une grande partie de la population participait à l'effort de guerre. Cependant, la guerre a également provoqué des changements. Le contact avec des idées nouvelles et l'érosion du système impérial favorisèrent le développement de mouvements nationalistes. Ces mouvements ont commencé à remettre en question la domination britannique et à exiger une plus grande autonomie, jetant ainsi les bases d'un processus qui allait s'intensifier au cours des décennies suivantes. À mesure que l'entre-deux-guerres avançait, l'équilibre mondial continuait de se transformer. La domination européenne n'était plus incontestable et des forces émergeaient dans différentes parties du monde qui remettaient en question l'ordre établi. Le système impérial continue d'exister, mais sa stabilité n'est plus garantie. Les tensions accumulées, tant internes qu'externes, indiquaient que le modèle qui avait soutenu la domination européenne pendant des siècles entrait dans une phase de changement profond. Après la Première Guerre mondiale, la situation en Inde a commencé à changer considérablement. Durant le conflit, de nombreux soldats indiens avaient participé au front, tandis que sur le territoire même, l'impact de la guerre générait des tensions croissantes. Au départ, le gouvernement britannique n'a eu aucune difficulté à recruter des troupes en Inde. Cependant, au fil du temps, la nécessité de maintenir le contrôle a obligé à adopter des mesures plus strictes. L'autorité britannique, largement fondée sur le prestige moral et la perception de supériorité, commence à s'affaiblir. La déclaration de Montagu de 1917 a été interprétée en Inde comme une promesse de progrès vers l'autonomie gouvernementale. Mais les réformes ultérieures n'ont pas répondu aux attentes. Au lieu de calmer la situation, ils ont accru le mécontentement et renforcé l'opposition à la domination britannique. Dans ce contexte, la figure de Mohandas Gandhi émerge avec force.
De formation en droit et fort d'une expérience préalable en Afrique du Sud, il a développé une stratégie basée sur la résistance non violente. Son objectif n'était pas seulement politique, mais aussi moral et social. Gandhi a encouragé la désobéissance civile et le rejet de la coopération avec les institutions britanniques. Des milliers de personnes ont abandonné les écoles, les postes administratifs et les activités économiques liées au système colonial. Cependant, cette première campagne n'a pas atteint tous ses objectifs, en partie à cause de la difficulté de maintenir une discipline strictement non violente. La situation s'aggrave après les événements d'Amritsar en 1919, où une manifestation est violemment réprimée par les troupes britanniques, faisant des centaines de morts et de blessés. Cet épisode a eu un profond impact sur l'opinion publique indienne et a marqué un tournant dans les relations avec le gouvernement colonial. Tout au long des années 1920, le mouvement nationaliste se renforce. Gandhi a consolidé son leadership au sein du Congrès national indien et a préconisé la nécessité de poursuivre la lutte par des méthodes pacifiques. Cependant, tout le monde ne partageait pas sa stratégie et des tensions internes sont apparues. En 1930, Gandhi lance une nouvelle campagne de désobéissance civile. L'un des actes les plus symboliques fut la marche du sel, qui remettait en question le monopole britannique sur cette ressource. L'action a eu un grand impact tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Inde. La réponse du gouvernement britannique a été la répression. Gandhi a été arrêté, avec des milliers de partisans. Malgré cela, le mouvement ne s'est pas arrêté. Les protestations se sont poursuivies et ont contraint les autorités à ouvrir des négociations. En 1931, Gandhi fut libéré et engagea des pourparlers avec le gouvernement britannique. Cependant, les accords conclus étaient limités et n'ont pas répondu aux principales revendications d'autonomie gouvernementale. Peu de temps après, le conflit reprit. Au cours des années suivantes, les tensions persistèrent. Le gouvernement britannique a tenté de réformer le système au moyen de nouvelles lois, mais ces mesures n'ont pas réussi à satisfaire les aspirations à l'indépendance. Dans le même temps, le mouvement nationaliste évolue et élargit sa base sociale. Le Congrès national indien a participé aux élections dans le cadre du nouveau cadre constitutionnel et a réussi à contrôler plusieurs provinces. Ce processus a marqué un changement important, transformant le mouvement en une force politique organisée dotée de la capacité de gouverner. Cependant, des divisions internes sont également apparues, notamment en ce qui concerne la représentation des communautés religieuses. Les tensions entre hindous et musulmans ont commencé à s'intensifier, compliquant encore davantage la scène politique. À mesure que les années 1930 avançaient, la situation en Inde reflétait les contradictions du système colonial. D'une part, le contrôle britannique restait effectif. D'un autre côté, la poussée vers l'indépendance devenait de plus en plus forte. La domination britannique est maintenue, mais sa stabilité est de plus en plus fragile. L'Inde était devenue l'un des principaux foyers de transformation de l'ordre impérial. Au Moyen-Orient, les relations entre la Grande-Bretagne et les peuples de la région étaient marquées par des tensions constantes. En Égypte, la présence britannique suscite un rejet croissant, même si elle avait été initialement présentée comme une intervention temporaire. La Grande-Bretagne a occupé l'Égypte au XIXe siècle dans le but de stabiliser la région, mais cette occupation a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Même si en théorie la souveraineté égyptienne était maintenue, dans la pratique le contrôle britannique était évident, notamment dans les domaines militaires et stratégiques. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Égypte a acquis une importance capitale grâce au canal de Suez, une voie de communication essentielle pour l'Empire britannique. Cette situation renforce la présence militaire britannique et consolide son contrôle sur le territoire. Après la guerre,
le nationalisme égyptien s'intensifie. En 1922, la Grande-Bretagne a déclaré son indépendance de l'Égypte, mais a gardé sous son contrôle des domaines importants, tels que la défense, la politique étrangère et la protection des intérêts stratégiques. Cette indépendance limitée a généré le mécontentement parmi les secteurs nationalistes. Le parti Wafd a mené une grande partie de l'opposition, exigeant une véritable souveraineté. Cependant, les tensions internes et l'influence britannique ont rendu difficile la consolidation d'un système politique stable. Au Moyen-Orient dans son ensemble, la fin de l'Empire ottoman a laissé un vide de pouvoir dont les puissances européennes ont profité pour réorganiser la région selon leurs intérêts. À travers des accords tels que l'accord Sykes-Picot, la Grande-Bretagne et la France se partagent des territoires sans tenir compte des réalités culturelles et politiques locales. La Grande-Bretagne a pris le contrôle de l'Irak, de la Transjordanie et de la Palestine, tandis que la France a pris le contrôle de la Syrie et du Liban. Même si ces territoires n'étaient pas formellement des colonies, ils restaient soumis à un système de mandats qui donnait aux puissances européennes un contrôle effectif sur leur administration. En Irak, la Grande-Bretagne s'est heurtée à une forte résistance. En 1922, il réussit à maintenir le contrôle après avoir réprimé une révolte, utilisant pour la première fois la puissance aérienne comme outil de domination. Cette méthode marque un changement dans la manière dont s'exerce le contrôle impérial. En Palestine, la situation était particulièrement complexe. La Grande-Bretagne avait promis la création d'un foyer national juif, tout en garantissant les droits de la population arabe, qui constituait la majorité. Cette contradiction a généré des tensions croissantes entre les deux communautés. La politique britannique dans la région n'a pas réussi à stabiliser le territoire. Au contraire, ils ont contribué à créer des conflits qui allaient s'intensifier au cours des décennies suivantes. Dans l'ensemble, le Moyen-Orient est devenu une étape clé pour la transformation de l'ordre international. La domination européenne a persisté, mais elle s'est heurtée à une résistance croissante et à des défis plus complexes. Le contrôle n'était plus absolu. Et l'équilibre que les puissances tentaient d'imposer commençait à s'effondrer. Au Moyen-Orient, les relations entre la Grande-Bretagne et les peuples de la région étaient marquées par des tensions constantes. En Égypte, la présence britannique suscite un rejet croissant, même si elle avait été initialement présentée comme une intervention temporaire. La Grande-Bretagne a occupé l'Égypte au XIXe siècle dans le but de stabiliser la région, mais cette occupation a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Même si en théorie la souveraineté égyptienne était maintenue, dans la pratique le contrôle britannique était évident, notamment dans les domaines militaires et stratégiques. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Égypte a acquis une importance capitale grâce au canal de Suez, une voie de communication essentielle pour l'Empire britannique. Cette situation renforce la présence militaire britannique et consolide son contrôle sur le territoire. Après la guerre, le nationalisme égyptien s'intensifie. En 1922, la Grande-Bretagne a déclaré son indépendance de l'Égypte, mais a gardé sous son contrôle des domaines importants, tels que la défense, la politique étrangère et la protection des intérêts stratégiques. Cette indépendance limitée a généré le mécontentement parmi les secteurs nationalistes. Le parti Wafd a mené une grande partie de l'opposition, exigeant une véritable souveraineté. Cependant, les tensions internes et l'influence britannique ont rendu difficile la consolidation d'un système politique stable. Au Moyen-Orient dans son ensemble, la fin de l'Empire ottoman a laissé un vide de pouvoir dont les puissances européennes ont profité pour réorganiser la région selon leurs intérêts. À travers des accords tels que l'accord Sykes-Picot, la Grande-Bretagne et la France se partagent des territoires sans tenir compte des réalités culturelles et politiques locales. La Grande-Bretagne a pris le contrôle de l'Irak, de la Transjordanie et de la Palestine,
tandis que la France a pris le contrôle de la Syrie et du Liban. Même si ces territoires n'étaient pas formellement des colonies, ils restaient soumis à un système de mandats qui donnait aux puissances européennes un contrôle effectif sur leur administration. En Irak, la Grande-Bretagne s'est heurtée à une forte résistance. En 1922, il réussit à maintenir le contrôle après avoir réprimé une révolte, utilisant pour la première fois la puissance aérienne comme outil de domination. Cette méthode marque un changement dans la manière dont s'exerce le contrôle impérial. En Palestine, la situation était particulièrement complexe. La Grande-Bretagne avait promis la création d'un foyer national juif, tout en garantissant les droits de la population arabe, qui constituait la majorité. Cette contradiction a généré des tensions croissantes entre les deux communautés. La politique britannique dans la région n'a pas réussi à stabiliser le territoire. Au contraire, ils ont contribué à créer des conflits qui allaient s'intensifier au cours des décennies suivantes. Dans l'ensemble, le Moyen-Orient est devenu une étape clé pour la transformation de l'ordre international. La domination européenne a persisté, mais elle s'est heurtée à une résistance croissante et à des défis plus complexes. Le contrôle n'était plus absolu. Et l'équilibre que les puissances tentaient d'imposer commençait à s'effondrer.